Cher Ibrahim Magnan, bonjour. Bonjour. Cher Ibrahim Magnan, vous êtes socio-anthropologue. Alors, le contexte, vous le connaissez, la Covid-19, la courbe à Covid ne fléchit pas. Alors, cher Ibrahim Magnan, première question. Vous êtes anthropologue de la santé. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce que couvre cette spécialité? Je veux parler les types de recherche et de connaissances que vous produisez. À quoi sert l'anthropologie de la santé? Bien, plus exactement, je suis socio-anthropologue et je travaille dans différentes branches et disciplines de l'anthropologie et de la sociologie. Alors, ce que la sociologie et l'anthropologie appliquent, accumulent comme connaissances, peut être utilisées pour aider à résoudre les problèmes de la santé sous un angle et une perspective différente de ce que font les sciences biomédicales. Donc la sociologie et l'anthropologie de la santé, ou l'anthropologie médicale, c'est une autre appellation qu'on retrouve, apportent un complément qui est fondamental pour la sortie des crises sanitaires. Oui, alors, sur le terrain, vous avez été au Nord Kivu, au Mali, en Guinée. Lors de l'épidémie Ebola, quelles leçons tirez-vous justement de ces différentes expériences? C'est ça. Et j'ai été aussi en Sierra Leone, au tout début de l'épidémie d'Ebola en 2014. Et ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que... Comme leçon pour servir dans la réponse contre Covid-19, Justement pour servir, c'est que c'était d'abord la reconnaissance par l'OMS que les méthodes socio-anthropologiques pouvaient aider à faire la différence et pouvaient participer notamment au changement de comportement et au renforcement des résiliences sociales. Et pour rappeler à nos auditeurs que vous avez travaillé aux côtés de l'ancienne directrice générale de l'OMS, Margaret Chan. C'est ça. J'ai été conseiller technique spécial de Dr Chan, de Margaret Chan, quand elle était directrice. C'est quoi? C'est la reconnaissance de la socio-anthropologie dans ce type de riposte, surtout contre Ebola. C'est ça. Ils avaient compris que les médecins à eux seuls ne pouvaient pas résoudre la question. Il fallait un autre regard, notamment pour comprendre pourquoi est-ce que les communautés, les populations résistaient, quelquefois sous des formes plus ou moins violentes, quelquefois même très violentes, et que ça a hypothéqué le succès des opérations médicales ou des opérations sanitaires. À titre illustratif. À titre illustratif, je suis allé plusieurs fois sur le terrain où les gens avaient déjà des bâtons, des cailloux, des machettes et des armes. Et n'oubliez pas qu'en Guinée, il y a eu des médecins et des infirmiers, etc., qui avaient été tués auparavant. En Sierra Leone aussi, il y avait cette violence et ces résistances en Guinée aussi. Alors, il fallait donc que les anthropologues précèdent les médecins sur le terrain, qu'ils discutent avec les populations, qu'ils aident à sortir les frustrations, qu'est-ce qui pose problème, et surtout qu'ils prêtent une oreille attentive. Parce que généralement, là où les violences apparaissent, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont suscitées, parce qu'il y a des frustrations, parce qu'il y a un sentiment d'inégalité et de domination, il y a des sentiments que leur dignité n'est pas reconnue. Vous avez tous ces éléments-là qui s'accumulent et qui aboutissent à des explosions de violence ou à des résistances très fortes. Alors, donc les anthropologues arrivent et ils donnent une oreille attentive. On essaie de voir qu'est-ce qui fait le sens. À ces différentes communautés. À ces différentes communautés. De sorte que les communautés se sentent respectées, elles se sentent valorisées, elles sentent qu'on tient compte de leur opinion et que ce n'est pas un rapport de pouvoir avec ceux qui sont en haut et qui dictent ce qu'ils doivent faire, ce que les gens doivent faire à la base. Non, c'est un dialogue entre les différentes parties. On joue un peu le rôle de médiateur et on co-construit avec les communautés les réponses dont elles s'approprient elles-mêmes. La communauté participe activement. Non seulement elle participe activement, mais elle prend souvent l'initiative et le système officiel les suit et les renforce dans ce qu'elles font, tant et si bien que ça va dans le sens de la prévention. C'est pourquoi vous dites que le socio-anthropologue précède le médecin sur le terrain. C'est ça. Alors, jusqu'à présent, on disait que c'était les épidémiologues et les médecins qui devaient précéder sur le terrain. Et après, on s'est rendu compte que, quelquefois, ils arrivent et ils sont accueillis par des jets de pierre, des cailloux et autres. Ce qui fait que finalement, chaque fois qu'il y avait des situations tendues,
quelquefois même imprévisible, tout à fait imprévisible, ont parachuté entre guillemets les sociologues et les anthropologues, des équipes de jeunes, de volontaires ou de seniors, etc., qui vont d'abord écouter les gens. Écouter, enregistrer, co-construire, établir des décisions, des éléments, atténuer les tensions. Vous avez tout ce travail-là qui est fait avant. Et ça, c'est tout au début. Voilà, avant que les médecins n'arrivent ou qu'on fasse des prélèvements, parce que déjà faire des prélèvements, c'est une négociation. Ou bien qu'on prenne les malades pour les amener dans les structures de santé. Ça pousse à soulever énormément de résistance et de violence. Ou bien, quand il y a un décès, pour gérer les décès, là aussi, s'il n'y a pas cet accompagnement empathique, l'anthropologue dégage une empathie. Il dégage beaucoup de compassion. Il dégage beaucoup de sens de l'humilité par rapport à un pouvoir médical, entre guillemets, qui est souvent perçu comme très arrogant et détenant un pouvoir relativement fort par rapport au reste de la communauté. Sur le terrain aujourd'hui, par rapport à la COVID-19, qu'est-ce que ça a donné? Alors, est-ce que vous avez été sur le terrain? Avez-vous fait les mêmes remarques, les mêmes expériences? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a cet aspect, mais je termine un autre aspect, c'est voir un peu le contexte général et voir quels sont les déterminants. Et une fois qu'on a une idée du contexte général, on sait à peu près comment négocier. Pour arriver à quoi? Pour arriver à des atmosphères apaisées. Parce qu'en Sierra Leone ou en Guinée ou au Libéria, nous devons travailler sur des contextes post-traumatiques, post-guerre, où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tensions. Les gens ne parlent pas le même langage, voyez-vous. Et en Guinée aussi, vous avez cette confrontation politique qui était très forte à l'époque. Il fallait chaque fois essayer de dépolitiser, essayer de transcender, essayer de calmer les esprits, essayer de montrer qu'on a besoin d'une certaine cohésion pour arriver à vaincre l'épidémie. Parce que quelque part, l'épidémie ne se développe que dans des sociétés qui sont déjà très en crise, où vous n'avez pas les gens qui parlent d'une même voix, vous n'avez pas beaucoup de consensus. Alors à partir de ce moment, c'est très difficile de faire passer les réponses et d'arriver à des échelles de marche. La question, professeur Niang, coule de source. On a connu les différentes vagues. On parle de deuxième et de troisième vague. Est-ce que justement l'avènement de ces deux vagues, de cette deuxième et troisième vague, coïncide avec la naissance de crises ou bien même avec des difficultés constatées justement sur le terrain? Vous savez, dans l'épidémie n'est pas seulement une épidémie médicale, ce n'est pas seulement le germe, l'agent pathogène, ce n'est pas seulement le virus. C'est les relations sociales. Une épidémie est forcément sociale et les réponses qui sont forcément communautaires. Maintenant, quand la communauté est fissurée, quand les communautés sont fissurées, vous avez des problèmes. Alors, les épidémies vont en même temps avec quelquefois, souvent, l'accentuation des inégalités et des inégalités sociales. Avec Covid, vous allez voir que il y a une inégalité devant la souffrance, il y a une inégalité devant l'accès aux soins, il y a une inégalité devant le confort. Qui s'explique comment? Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller dans le privé pendant un certain temps, et quand c'est très grave, on vous amène à l'hôpital. Les analyses qu'on va vous demander, le scanner, les analyses biologiques, ça coûte les yeux de la tête par rapport à certaines familles. Et le transport lui-même, il pose problème. Est-ce que vous allez prendre un taxi pour amener votre malade, ou bien est-ce que vous allez prendre des bus? Ça arrive, les bus et les tatas. Pour connaître un peu la exactement, nature. Les bus avec les tatas, donc pour arriver à cela. Alors, quand on dit couvre-feu, il y a peut-être des gens qui vont s'en sortir, qui ne seront pas tellement impactés. Par contre, la dame d'à côté qui vend le soir de la nourriture, celui qui va de Louma en Louma pour avoir ses revenus, lui, il va être plus impacté, il va sentir une baisse de ses revenus de manière plus drastique que quelqu'un qui est dans un autre niveau de l'échelle sociale. Ce sont les contradictions sociales. Exact. Donc, ces différents éléments s'accumulent pendant les épidémies. Elles s'exacerbent pendant les épidémies, et ce qui fait que le climat social est très tendu, et il suffit d'une petite étincelle pour que les gens descendent dans la rue et vous avez la violence. Donc, or, cette violence, elle amplifie la vulnérabilité. Parce que pendant ce temps, les esprits ne sont plus attentifs, ne sont plus focalisés sur ce challenge, ce défi,
ils sont dispersés, l'attention est dispersée sur autre chose. Et le discours officiel est décrédibilisé. Souvent, les discours sont décrédibilisés. Et vous avez donc la tension par rapport aux mesures administratives qui ont été prises, par exemple couvre-feu, etc. Finalement, les mesures sont levées, non pas parce que les données épidémiologiques ou sanitaires poussent à cela, mais c'est parce que la situation sociale et politique est tendue. Donc ça décrédibilise un peu l'intérêt de la décision tout à fait au début. Mais tout est-il que, par rapport à cela, quel enseignement tirer? C'est justement, nous sommes maintenant dans cette troisième vague. Ce que Ebola et les autres épidémies, mais surtout Corona va montrer, c'est justement l'imprédictabilité, c'est-à-dire l'incertitude. Cette histoire, l'incertitude a même un statut épistémologique ici, c'est-à-dire ça entre même dans la manière de construire la science, où la science dit il y a certaines choses je ne sais pas, je ne sais pas tellement. Donc comment travailler avec ces notions d'incertitude. Le relativisme. Le relativisme justement, parce qu'on n'est pas sûr. On n'arrive pas à définir la position du virus et sa vitesse de progression en même temps. Donc, on pense au début, on pensait que avec la première vague, c'est après qu'on va l'appeler première vague, c'était une question de semaine et que c'était fini. Mais après, justement, à ce moment-là, les anthropologues ont alerté qu'une épidémie ne se déroule presque jamais comme ça. Ça monte, ça descend, ça revient. C'est en dents de scie. Quelquefois, c'est tacheté. Vous avez dans tel endroit, ensuite vous allez à un autre endroit, ça se calme, ça revient en force, etc. Donc, il fallait avoir une perspective complexe. C'est justement complexe. Et surtout, prendre des approches anticipative, qui anticipe sur l'événement et qui construit des réponses durables. Alors, les réponses les plus durables sont celles qui sont construites par les communautés, parce que ça devient leur affaire à elles. À un moment donné, vous avez vu tout le monde porter les masques. Et ensuite, il y a un relâchement. Et après, on doit revenir pour parler avec les communautés pour qu'elles reprennent les masques, parce qu'au moment où elles prenaient les masques, au moment où ils respectaient les mesures barrières, parce qu'à un moment donné, ça a été approprié par les communautés, et on n'a pas continué. Mais ce relâchement-là, oui, est dû à quoi? Parce que, en fait, les stratégies déployées par l'État n'étaient pas aussi durables, et cohérentes, durables à long terme, parce qu'elles sont alimentées par une vision assez étroite de l'épidémie qui était très optimiste au départ par rapport au phénomène et qui pensait que ça allait finir un peu plus tôt. Donc, alors, ce qui fait que l'engagement communautaire a tenté à se faire jour. Elle s'est imposée par la suite. Vous avez une dynamique d'engagement communautaire extraordinaire qui s'est effectuée à Dakar et dans plusieurs endroits du Sénégal. Et cet accompagnement, ces engagements ont été accompagnés plus ou moins au niveau par l'État, et ensuite l'État s'est retiré au nom d'une autre analyse, et ceci va aussi présenter des messages contre-productifs au niveau des communautés. Et finalement, c'est comme si on avait construit, mais on n'est pas arrivé au terme de la construction, et qu'il va falloir reprendre les choses en main, les reprendre en place pour à la fois pour achever ces constructions et faire de ces constructions des constructions durables. Alors, justement, professeur Cheikh Ibrahima Niang, pour dire que vous êtes socio-anthropologue, alors, Cheikh Ibrahima Niang, vous mettez toujours l'accent sur cette fameuse grecque, la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Est-ce que vous considérez qu'au Sénégal, on a appliqué cette méthode de prévention de la maladie? En fait, à un moment donné, oui. Il y a eu beaucoup d'engagements communautaires, que ce soit à Touba, au niveau des premiers cas, pour circonscrire, pour empêcher le déroulement de violences, l'explosion de violences et le renforcement des résistances par rapport au discours officiel, par rapport aux mesures officielles. Des équipes de socio-anthropologues se sont déployées tout à fait au premier cas et ont fait un travail qui, à mon sens, a été apprécié tout à fait au début pour empêcher. Et ensuite, au milieu de la première vague, les zones les plus touchées à l'époque, c'est-à-dire les zones de banlieue,
ont été investis de Dakar, parce que Dakar c'est l'épicentre, ont été investis par des volontaires venant de tous bords, de tous les côtés, avec un noyau d'étudiants en sciences sociales et en sciences en santé publique, santé communautaire, et de chercheurs juniors et seniors, etc., qui vont jouer un rôle relativement important pour comment discuter la maladie, comment se représenter la maladie, comment utiliser dans la culture et dans les expressions linguistiques locales, comment utiliser les ressources, la force nécessaire pour faire face à la maladie. Donc, ce phénomène, ça a existé. Maintenant, nous nous trouvons dans une nouvelle configuration de l'épidémie, avec de nouveaux variants, avec de nouvelles niches de vulnérabilité qui sont différentes de celles connues avant, avec de nouveaux profils par rapport aux décès qui sont différents par rapport au début, avec de nouvelles vulnérabilités de la jeunesse et de certains groupes, etc. Donc, il faut repenser tout cela. Et l'engagement communautaire est éclairé par la recherche-action. C'est-à-dire que le chercheur s'investit dans la recherche, il continue à faire de la recherche et il utilise directement les résultats de sa recherche pour co-construire avec les communautés les réponses qu'il faut par rapport à ça. Vous parlez depuis le début de co-construction. Là, les mots ont un sens. Alors, si vous voyez maintenant, jusqu'à un certain moment, et peut-être même avant, le discours, les gens, à un moment donné, quand ils entendent le communiqué du ministère de la Santé, ils ferment, ils éteignent ou bien ils zappent. Parce qu'on est arrivé à un seuil de saturation tel qu'on ne l'écoute plus. Alors, quand vous entendez un discours officiel, chaque fois insister sur les réalisations de l'État, les gens ne se retrouvent pas là-dedans parce que ils veulent voir autre chose. Et quand vous entendez les politiques monter, et se tirer dessus et chercher à avoir des avantages politiques de part et d'autre, vous voyez, les communautés ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, alors, ce qui fait que vous avez donc un discours unidirectionnel qui part d'un centre émetteur et d'un groupe qui est censé recevoir, mais en réalité il ne reçoit pas parce qu'il ne se retrouve pas là-dedans. Dans la linguistique, voilà. L'émetteur, le récepteur et le code qui doit être le récepteur, justement. Oui. Donc cet élément de décodage, pour décrypter les messages et aussi les messages dans les deux sens, parce que il faut écouter ce que la communauté ne dit pas. Ce qu'elle ne dit pas en ce moment, c'est la tension, c'est l'angoisse, c'est la psychose, c'est la peur des structures de santé, c'est la peur d'aller dans les centres de traitement. Vous avez le vaccin, il y a une ruée vers le vaccin, mais il y a aussi la peur, il y a aussi la crainte. Donc vous avez ce sont ces différents éléments qu'on décode, qu'on analyse pour faire comprendre quelque chose qui va au-delà du discours officiel. Mais ça donne quoi finalement? A-t-on véritablement décrypté ces messages? Oui, vous avez travaillé aux côtés du COUS. Le COUS est avec la région médicale de Dakar, mais pour quel résultat au final? Voilà, nous avons mis en branle une dynamique qui a favorisé, encouragé un peu partout la construction de réponses communautaires et de dynamiques communautaires. À un moment donné, vous sortez à Dakar, pratiquement tout le monde a porté son masque. Rares sont ceux qui ne portent pas le masque. Mais mieux que cela, ils en parlent. Et ils en parlent dans leur langage. Et à un moment donné, vous allez dans les quartiers, vous allez dans les marchés, vous voyez partout des dispositifs de lavage des mains. Et vous voyez de plus en plus, il y a eu un moment donné où les maisons qui avaient eu des cas de maladie étaient très stigmatisées. Vous entendez Cogne Corona, Cœur Corona, etc. Et à un moment donné, les chercheurs et les intervenants, les volontaires étaient accompagnés par la population elle-même pour entrer dans ces maisons-là. Donc, vous avez la mobilisation des Badianougor, la mobilisation des relais communautaires, la mobilisation des relais d'engagement communautaire, des acteurs communautaires. Vous avez cette dynamique-là qui a été formée. Vous avez aussi toutes ces campagnes de formation qui se sont déroulées notamment en partie à l'université, mais aussi dans les différents districts, qui ont amené les gens à parler un langage différent et qui ont amené à revoir, à reconceptualiser la maladie, parce que tout se déroule dans la tête. Si les gens n'ont pas le discours qu'il faut, et là aussi les anthropologues le montrent, quelle que soit la technologie que vous apportez, ça ne sert pas à grand chose parce qu'elle n'est pas appropriée par la population. Donc ça a eu lieu au cours de la première vague, et
et ça continue jusqu'à un certain point avant de s'effilocher. Maintenant, nous sommes dans une troisième vague qui le demande d'urgence. Oui. Parce que le discours dont j'ai parlé tout à l'heure, le discours officiel, le discours biomédical et le discours de réalisation n'est pas celui qu'il faut à l'heure actuelle en matière de communication. Oui. Il faut qu'il soit remplacé, qu'il soit complété au moins par un discours d'expression des frustrations, des peurs et de la manière de voir par les communautés et qu'on puisse agencer les deux. C'est ça qui permettra de construire des axes pour à la fois agir sur la prise en charge, parce qu'il y a des problèmes qui se posent à ce niveau-là, comment la communauté peut participer à la prise en charge déconcentrée, et il y a actuellement une prise en charge à domicile qui se fait, mais ça suppose qu'il y ait des débats communautaires. Oui, mais... Mais encore que cette prise en charge au niveau domiciliaire est largement orientée, saisie par une centralisation, à mon sens, très forte dans les structures, dans les centres de traitement, ce qui fait que vous avez souvent des engorgements, vous avez des problèmes d'accès, parce que il y a des problèmes de stress au niveau du personnel, parce qu'il y a énormément de pression, il y a énormément de malades, l'offre est insuffisante par rapport aux demandes, et ce qui fait que chaque fois que nous avons cette situation, nous allons avoir des tensions très fortes. Ce qui peut le résoudre, c'est agir au niveau de la prévention. Comment, dans la prévention, on fera de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont solliciter ces différents niveaux, et aussi comment, au niveau des structures intermédiaires, préparer une offre de soins qui fasse que on ne va pas trop surcharger les centres de traitement. Oui, mais étant donné que vous avez travaillé avec le COUS, étant non médecin également, est-ce que votre message a été pris en compte dans le travail? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes venus comme volontaires. C'est comme volontaires que nous sommes venus au COUS et que nous avons essayé de discuter avec la structure et essayer de travailler avec les biomédicaux. J'avoue que c'était pas très facile, mais c'est parce que les approches, les paradigmes ne sont pas les mêmes. Mais quand même, à un moment donné, nous avons pu nous entendre sur un certain nombre de points et agir du point de vue opérationnel. Alors, la même chose a été faite avec la région médicale aussi. Donc, nous avons pu travailler avec la région médicale pour arriver. Mais il se fait qu'à un moment donné, le système dans son ensemble ne suivait plus l'engagement, la volonté et la lutte engagée par les socio-anthropologues et autres. Donc il y a eu un problème de connexion à un moment donné sur lequel il faudrait tirer les leçons. À l'intérieur des structures même. Voilà, je veux dire que il y a à un moment donné une sorte de déconnexion entre les réponses anthropologiques, socio-anthropologiques, l'engagement communautaire et le système de santé lui-même. On va y voir plus clair. Donc justement, comment ressouder cela pour faire face à la troisième vague? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a énormément de choses à dire. Oui, mais en attendant, et d'une manière générale, cher Ibrahima Magna, quel regard jetez-vous sur les actions de lutte anti-Covid-19? Alors, il faudrait d'abord insister sur la communication. Quelque part dans la stratégie, on a été une stratégie trop médicalisée, trop centralisée à l'hôpital au centre. C'est bien d'avoir des infrastructures, c'est bien d'avoir des équipements, c'est bien d'avoir les plateaux techniques qu'il faut. Mais si vous avez cela et que le flux de malades augmente, vous allez avoir un crash. C'est le cas. Si vous avez ça et que les gens attendent jusqu'au dernier moment pour aller, et pourquoi est-ce qu'ils attendent jusqu'au dernier moment? Une analyse socio-anthropologique pourrait le montrer. Vous allez avoir des problèmes. Donc, autant vous avez investi dans les structures de santé, dans les équipements, le matériel et autres, autant il faut investir fortement, sinon plus fortement dans la communication. Alors, si on dit cela, ça veut dire quelque part que si vous investissez dans la communication, il faut de la recherche. Il faut qu'une recherche accompagne cela. De terrain même. De terrain, elle l'accompagne.
Oui. Cette recherche de terrain qui l'accompagne, il faut qu'elle soit soutenue par le système et par l'État de manière générale. Mais si elle ne le fait pas aussi, les chercheurs ont montré qu'ils étaient capables de dépassement et de volontariat vous avez été sur le terrain, pour continuer ça. En tant que socio-anthropologue, vous avez été sur le terrain selon nos investigations. Oui. Et justement, qu'est-ce que le travail a donné en termes de résultats et que devons-nous corriger aujourd'hui? Voilà. Je suppose, ce que je peux dire, c'est que dès la première vague, dès les premiers cas à Touba, nous pouvons dire que ça nous a permis d'avoir un modèle d'intervention communautaire et ça nous a permis, à un moment donné, d'aider à circonscrire l'épidémie à Touba. Pourquoi Touba? Parce que Touba a été l'épicentre du premier cas communautaire. Donc il fallait en ce moment y aller. Et ensuite, nous savons, à partir de Touba, on sait comment parler avec les leaders religieux, comment parler avec les sornes, comment parler avec les Badjanougou, qui ont été très disponibles. Absolument, parce qu'on les a formés et elles ont pris le devant pour parler aux médias, aux radios communautaires et aux médias de manière générale, parce qu'elles apportaient ici l'aspect ethos dans la communication. Vous savez, dans une communication, il faut une persuasion, il faut à la fois la dimension ethos, la dimension pathos et la dimension logos. La mise en cohérence logique, cette dimension logos, elle est généralement fournie par le discours biomédical et les discours scientifiques, mais il est limité. C'est peut-être 10%, 15%, 5% de ce qui va faire la persuasion. Mais quand vous entendez une personne à laquelle vous croyez dire une chose, vous y adhérez parce que c'est cette personne qui l'a dit, c'est cette dimension-là qui va être très importante au niveau de ce que nous avons fait à Touba. Alors, et vous voyez quand les dames parlaient à la radio, dans les radios ou dans les médias, elles recevaient beaucoup d'appels de leurs talibés, des membres de leur daïra et autres, parce que pour dire simplement, telle personne, je t'ai entendu, je suis d'accord avec toi parce que c'est toi qui parles. Là, c'est peut-être ce discours de cette personne, ressource, de cette référence au niveau éthique et au niveau moral, au niveau des valeurs, c'est cette personne-là qui, ce discours a certainement plus d'impact que le discours du médecin. Mais il s'inspire du discours du médecin. Il prend des éléments du discours du médecin. Comment faire cette jonction-là? C'est indissociable. Oui. Alors, maintenant, pour cela, après cela, nous sommes allés dans les quartiers chocs, dans les zones de banlieue qui avaient le plus de cas à l'époque. Au bout d'un certain temps, les médecins se sont rendus compte que non seulement le nombre de cas avait diminué, il avait pratiquement disparu, mais la capacité de riposte, la capacité avait largement augmenté parce que la communauté adhérait. Donc là aussi, nous avons pu trouver des solutions idoines et une grande partie aussi des interventions menées par les socio-anthropologues sont des interventions qui se font dans la discrétion. Par exemple, venir causer avec les gens chez eux sans pour autant médiatiser cela. Il y a des moments où la médiatisation pose problème. La discrétion, les petites unités qui interviennent discrètement et qui partent pour parler, co-construire avec les familles des réponses, tous ces éléments-là participent, à mon sens, au résultat de la première vague quand celle-ci commençait à s'estomper. Oui. Alors, maintenant, le contexte a changé. Complètement. Les données ont changé. Complètement. Absolument. Il faut reprendre. Le virus est un virus qui mute finalement. C'est ça. Oui. Et lorsque le contexte change, lorsque la situation évolue, ça devient aussi un autre type d'organisation de votre point de vue. Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors, c'est le cas parce que ce qu'on va voir ici, c'est que les niches de vulnérabilité vont changer. Oui. Vont se diversifier. Elles vont se diversifier. Oui. Maintenant, parmi elles, on va saisir un qui me semble très important ici. Ce sont les décès. Oui. Il y a énormément de décès. Et c'est peut-être une partie de ces décès simplement qui apparaissent dans les statistiques, parce qu'il y a beaucoup de décès communautaires. Oui. Mais toujours est-il que les cimetières reçoivent énormément de monde. Sont révélatrices de la réalité. Les corbillards qui dépassent, tout le temps, on parle d'embouteillage de corbillards. Vous avez cela. Et dans les familles, et vous allez voir des morts qui se succèdent et qui touchent des proches
des gens qui ont des liens de parenté ou des liens d'affiliation très proches. Finalement, tout Vous allez le voir monde le est père de concerné, famille, oui. le père de famille qui meurt, quelques jours après c'est sa femme, quelques jours après c'est la fille qui les prenait. C'est des collègues de travail ou aussi ce sont qui des collègues de travail. disparaissent, oui. Donc vous avez cette mortalité qui est assez forte sur laquelle il faut apporter des réponses sociales. Alors, maintenant, quand on dit cela, et on voit en même temps aussi le décès et les funérailles, ce sont des dimensions sociales. Ah oui, en quoi? Un des points sur lesquels on juge de beaucoup la valeur d'un individu, c'est sa capacité à dégager de l'empathie et à montrer sa solidarité quand les autres sont en peine. Quand c'est votre voisin, votre parent, une connaissance très proche qui décède, et que vous n'allez pas dans les obsèques, au niveau des obsèques, vous n'allez pas présenter vos condoléances, etc., vous êtes mal vu. Alors, y aller, ça devient un danger. Ça devient un danger. Oui. C'est peut-être prendre le risque d'être infecté et d'aller infecter sa famille. Alors, comment est-ce que on va d'abord comprendre pourquoi cela? Nous sommes dans des sociétés où la croyance en l'unicité de Dieu va être très importante. On retourne à Dieu. Oui. Alors, puisqu'on retourne à Dieu, on est accompagné ici. C'est tout l'aspect des témoignages, l'aspect de tous les éléments qui entrent en ligne dans les dynamiques de groupe qui se font au niveau des funérailles. C'est aussi montrer son empathie et sa solidarité par rapport. Mais alors ici, qu'est-ce qui risque de changer? Est-ce que les acteurs vont changer? Quelle est la place, par exemple, du religieux? Alors, le religieux va intervenir de manière très forte à ce niveau-là. Finalement. Alors, ce qui fait que lui-même, il va être à risque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans toutes ces sociétés, vous avez une forte capacité de symbolisation, le symbolisme. C'est-à-dire ici, quel élément abstrait va remplacer la présence physique des individus. C'est ça. Vous avez, et là, ce cas, le discours religieux va jouer un rôle très important. Il va dire, là où le défunt est, il n'a besoin que des prières. Autrement dit, il n'a pas besoin de rassemblements. C'est clair. Et ensuite, on peut exprimer son empathie, sa compassion et sa solidarité par WhatsApp, par l'envoi d'argent, par un ensemble de réponses qui peuvent être pertinentes maintenant. Et enfin, il ne faut le concept que le mort entraîne d'autres morts, ce concept-là existe dans les sociétés et on fait de sorte que le mort ne puisse pas entraîner d'autres morts. Il devient la solution. Il ne doit pas entraîner d'autres morts, il doit arrêter la multiplication des décès. Donc, alors si vous avez ces éléments culturels et ces éléments symboliques, vous les utilisez dans la communication pour éviter les rassemblements à l'occasion des funérailles et des décès, ou bien pour procéder à différentes substitutions, différentes suspensions d'événements. Vous avez cette histoire de ou bien on a fait fusionner le 8e jour, le 3e jour, le 4e jour, et le premier jour, on les a fait fusionner rapidement, ou bien vous allez voir des gens qui vont venir tôt le matin pour présenter leur candidat, c'est partir et éviter qu'il y ait des rassemblements, éviter de venir à l'occasion. Ou bien, vous allez voir qu'on ne va pas mettre de chaises ni de bâches, etc., pour que les gens ne s'asseyent pas, qu'ils ne restent pas. Donc, la société a un trésor d'imagination et de créativité pour répondre à cette question, pour procéder à ces changements au niveau structurel, au niveau comportemental, pour procéder à ces changements qui sont extrêmement nécessaires pour arrêter la chaîne de transmission à partir des décès. Le même raisonnement peut être fait par rapport aux autres événements, le mariage, le baptême et autres, et les autres lieux de rencontre. C'est cette approche qui consiste à partir de ce que les gens font, à partir de ces concepts, à reconceptualiser le concept pour le traduire dans des formes opérationnelles différentes. Donc, c'est la même chose aussi qu'il faut faire dans les familles. Oui. Nous mangeons ensemble très souvent. C'est ça. Nous ne respectons pas les distances sociales. Nous ne portons pas le masque. Nous avons avec nous des malades, des gens qui portent les symptômes de la maladie. Comment faire de sorte que la famille encourage au test de dépistage? Comment faire de sorte que, sur la base de suspicion, d'indices, de signes,
on puisse avoir des comportements idoines. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de quand une personne commence à tousser, chaque fois qu'on va se rendre auprès d'elle, on va porter un masque et on va lui demander de porter un masque. Tout ça, ça se discute, ça se négocie. On parle de cas communautaires ici. Exactement. Oui. Ça se discute. Comment la communauté prend en charge les cas communautaires, ça se discute et la communauté a suffisamment de ressources. Les familles ont suffisamment de ressources pour arriver à cela. C'est-à-dire que quand une personne vient avec des signes, comment discuter pour qu'elle porte le masque dans la maison? Comment, à l'occasion des repas, parce que la personne est la source de transmission. Elle est la source de transmission. Oui. À l'occasion des repas, on peut transmettre la maladie parce qu'on mange ensemble. Oui. Mais dans nos cultures, vous allez voir que très anciennement, on séparait les repas. On va mettre les enfants ensemble, un petit groupe ici, les adultes ensemble, les femmes. Donc l'idée de yekal, on disperse la nourriture, c'est aussi une manière de disperser le risque. On peut aller même plus loin. Quand vous allez dans certaines communautés, Diola ou autres, vous allez voir que chacun va à son écuelle en bois et il mange à ce niveau-là. Ce n'est pas quelque chose qui est importé, ce n'est pas quelque chose qui montre une occidentalisation. Donc, ces différents éléments, ces différents concepts peuvent être repris et vous allez voir que dans les familles, les gens vont trouver des solutions. Y compris même quand on se rencontre par rapport au baptême et au mariage et autres, vous allez voir qu'ils vont inventer de plus en plus des baquettes, des petits récipients pour mettre de plus en plus pour éviter les rassemblements. Donc ce sont des expériences sur lesquelles on discute, on vulgarise. Qui reposent sur un bon système de communication. Absolument. Maintenant, il faut encourager les communications internes. C'est-à-dire comment la famille communique, comment les familles communiquent entre elles, comment elles amènent ce sujet, comment le Nidjaï est approché par son djarbat, comment le Seth va appeler son grand-père et discuter autour de ces questions-là. Donc cette communication communautaire, elle peut être facilitée par les relais communautaires, elle peut être facilitée par les Badianogo, et elle doit aussi être facilitée par les médias et par les stratégies de communication qui sont mises. Comment mettre ensemble, mettre en connexion cette complexité, c'est à ce niveau-là qu'on a besoin d'une réflexion stratégique. Il faut un système de communication. Il faut justement un système, il faut construire un système de communication. Il faut construire ce système de communication dans sa complexité. Il faut construire la dynamique de ce système. Il faut construire et l'évaluer aussi. Et l'évaluer, comment ce système-là avance. Et il faut surtout que ce système ait la capacité de recevoir des feedbacks. Est-ce que les gens sont d'accord? Comment on va réajuster? Est-ce qu'ils se retrouvent là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez réellement à Mademba? Ou bien est-ce que Mademba ne vous écoute pas parce que on ne peut pas entendre cela parce que vous dites des choses dans lesquelles il ne se retrouve pas. Oui, alors donc, justement, cher Ibrahim Magnan, vous êtes en train d'expliquer les failles au niveau de la société, mais également au niveau du système, des failles qui reposent sur la structure des relations familiales et sociales pour mener une meilleure riposte. L'explication en a été donnée. Mais je pense aussi à la manière d'impliquer les jeunes par rapport à leurs parents et surtout à leurs grands-parents, par exemple. C'est ça. Donc, il y a les jeunes sont exposés. Parce que c'est eux qui accompagnent. Cibles aussi. Souvent, c'est eux qui accompagnent les malades. Le grand-parent ne va pas tout seul à la structure de santé. Il va être accompagné peut-être par son épouse ou bien par un jeune, etc. Vous allez voir l'accompagnement. Les gens qui accompagnent vont être à risque. Mais on ne peut pas aussi abandonner. On n'abandonne pas quelqu'un qui est dans la détresse ou la souffrance tout seul. Ça rejaillit sur la construction de la solidarité et de l'image de solidarité. Alors maintenant, par rapport aux jeunes, nous sommes dans des sociétés où la notion de classe d'âge est importante. Parce qu'une fois que vous êtes masse, vous appartenez à la même classe d'âge, vous devenez des naoulé. Naoulé, ça veut dire que vous volez ensemble. Vous volez ensemble. L'alter ego. Vous volez ensemble. C'est comme l'essaim d'oiseaux. Les oiseaux volent ensemble pour aller loin. Et quand ils volent ensemble, c'est un qui commence, l'autre commence, et à un moment donné, vous avez un effet de masse. Alors, c'est l'effet de masse qu'il faut créer à ce niveau-là par la père-éducation, l'éducation par les pères. Les jeunes savent parler aux jeunes. Si vous formez des leaders, si vous travaillez avec des leaders, ils vont démultiplier les compétences, les nouvelles compétences acquises et créer par diffusion et par accumulation d'expérience, ils vont créer les déclics nécessaires
pour que les oiseaux puissent avoir le même envol ñu naawandoo. Oui. Donc à partir de ce moment là aussi c'est la même chose pour les adultes. Oui. On va dire que mag moo mun wax lu mu mën a dëgg. Un enfant peut même donner une information mais elle n'arrive pas à l'effet cumulatif qu'il faut pour avoir le groupe des personnes âgées. Et justement dans notre expérience d'action au niveau de la première phase, nous avons expérimenté sur le terrain les magogox à côté des Badianogo, et vous avez ces vieux qui se portaient volontaires et qui insistaient pour accompagner les équipes sur le terrain et les introduire dans les maisons pour les rendre acceptables au niveau des maisons. On a la chance d'avoir des universités du troisième âge, voilà. Tout ce que cela comporte comme modélisation. Exact. Exact. Donc on a cette possibilité parce que le savoir, ce n'est pas seulement le savoir médical ou biomédical, c'est aussi le savoir social, comment parler, comment toucher les gens, comment arriver à mobiliser le cœur et la tête, parce que c'est à ce niveau-là que va se faire la différence. Ce n'est pas est-ce que je connais ou je ne connais pas. Non, les gens ont tous entendu parler de mesures. C'est des certitudes dépassées. C'est des certitudes. Les gens, c'est comment est-ce que je me retrouve là-dedans, quel va être mon engagement. Quand vous dites engagement communautaire, ça veut dire comment les familles s'engagent. Comment les familles disent que ça c'est notre lutte, et comment les individus, c'est l'approprié qui s'engage. Donc à partir de ce concept, arriver à créer des dynamiques dans lesquelles et des formes d'organisation sociale, en s'appuyant sur les organisations sociales existantes, comment arriver à ces engagements massifs, parce que c'est l'engagement de la société qui, en fin de compte, va triompher de l'épidémie. C'est clair, surtout pour ce genre d'épidémie. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, le professeur Chernia, il est socio-anthropologue. Mais alors, nous restons toujours justement dans cette dynamique. Oui, professeur Chernia, prendre soin de l'autre doit revenir au centre de nos pratiques quotidiennes. Alors, avec surtout la pandémie, mais sous quelle forme, comment et quand on travaille justement au marché Sandaga ou à Koloban, on peut prendre soin de l'autre. Vous savez, les solutions ne sont jamais loin. On ne les voit pas simplement. C'est à portée de main. C'est toujours à portée de main, on ne les voit pas. Gis nga xam-xam. Waaw. Sorewul dafa laxu. Dëgg la. Et justement xam-xam, c'est ce savoir-là, c'est lui qui va être accumulé et qui fera la différence. C'est clair. Quand une société survit, quand une société relève un défi, c'est parce que la société a mobilisé la somme de connaissances nécessaires pour faire créer la différence. Cas d'espèce. Et justement, parce que si l'homo sapiens sapiens a triomphé jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'il était le plus courageux des animaux ou le plus fort des animaux, c'est parce qu'il a le plus utilisé son intelligence et il a transformé cette intelligence-là en intelligence collective, et il a articulé cette intelligence collective avec les différentes formes d'intelligence émotionnelle. Alors, ça veut dire que quand vous êtes dans le marché, il y a un moyen où vous pouvez créer une distance avec l'individu. Il y a un moyen où si vous lui parlez, c'est ta manière de parler, pour que la personne ne se sente pas insultée parce que vous lui avez dit de rester un peu loin. Comment porter le masque, utiliser le masque, etc. Et pour ça, comme nous l'a dit tout à l'heure, on se respecte, parce que on se considère tous comme étant des gors par cette égalité entre la dignité et la liberté. Alors, cette connexion. Quand on parle de ça, alors j'ai besoin de l'autre pour me protéger moi-même, tout comme cet autre a besoin de moi pour le protéger lui-même. Si je veux nettoyer mon épaule droite, je prends ma main gauche. Et si je veux nettoyer mon épaule gauche, je prends ma main droite. Donc c'est l'autre qui défend. Quand je porte le masque, d'accord, ça me protège, mais je le porte surtout pour vous protéger, vous, qui n'avez pas, qui êtes en face de moi. Quand je prends la distance, ce n'est pas parce que je vous fuis, c'est parce que je ne veux pas vous contaminer. C'est pourquoi je prends cette distance-là. À partir du moment où vous posez cela, où on développe cette culture de l'altruisme, c'est cette culture de la compassion, cette culture du sacrifice pour l'autre, vous avez la résilience de la société est démultipliée. Et cela plonge dans le plus profond de notre culture et dans le plus profond de notre patrimoine historique. Donc, alors, c'est ça que les socio-anthropologues essaient de réveiller dans la société. C'est avec ça qu'ils discutent avec les gens et facilement les gens se retrouvent. Mais il se trouve que, cher Ibrahim Magnan,
il va falloir aller très vite. Ce virus n'attend pas. Donc, comment construire dans le temps et rapidement pour vaincre justement cette épidémie? Voilà. Maintenant, les effets de synergie qu'il faut créer. Ce discours des socio-anthropologues il revient à la charge tout le temps. Et il pose tout le temps la question de la communication, la question de l'adaptation et de l'interaction. Il la pose tout le temps. Mais souvent, le système n'est pas tellement préparé à cela. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Comment créer des espaces stratégiques où on vient avec des stratégies qui sont alimentées par les travaux de recherche, qui sont alimentés par toute cette expérience qui a été accumulée par les jeunes, par les moins jeunes, etc., au niveau des sciences sociales et au niveau de la santé publique et santé communautaire. Alors, donc, c'est à ce niveau-là qu'on insiste sur l'urgence d'arriver à de construire ces formes de réponse, de les encadrer, de les faciliter et de faciliter ce que les communautés font à la base au niveau des communautés. C'est-à-dire que peut-être que l'État va intervenir dans certains endroits pour offrir des masques. Peut-être que on va dans certains autres endroits, on va appuyer la formation des gens. Peut-être que dans d'autres, ce sont des réseaux de solidarité. On va exprimer une solidarité par rapport à l'accès aux moyens de réanimation, l'oxygénation, etc. Donc, peut-être que toutes ces questions-là vont être posées. C'est à l'État d'être attentif et de voir comment accompagner ce processus au lieu de construire le processus comme étant un appendice du système. Ce n'est pas la roue de secours qui viendra, ce n'est pas le pompier qui vient atteindre, c'est la dynamique qui se met en place et que l'État appuie au fur et à mesure que celle-ci se développe, à condition qu'elle soit dépolitisée. Tout cela risque de s'effondre dès que les enjeux politiques deviennent évidents. C'est pourquoi il faut que cet espace politique prenne la mesure du sacrifice qu'on lui demande. C'est-à-dire à un moment donné, laissez tomber vos intérêts politiques. C'est difficile comme situation. C'est difficile comme situation, mais la communauté doit savoir ce qu'elle veut aussi. C'est-à-dire que c'est elle qui fera la différence. Si elle est soutenue, par par des entités sociales, politiques, institutionnelles, c'est bien. Elle en tiendra compte. Si elle n'a pas soutenu aussi, elle se battra elle-même. Alors, c'est cette communication qu'il faut faire au niveau des communautés pour qu'elles retrouvent l'initiative de la réponse. Parce que ce sont les communautés, là aussi, qui vont prendre des initiatives, qui vont porter les coups les plus décisifs par rapport à l'épidémie. Et justement, la force de la communauté règle cette épidémie. Parce que si tout le monde fait la même chose, vous n'avez pas besoin de confinement. Parce que tout le monde s'est autoconfiné par ses gestes, par son masque, par sa distanciation. Et je pense que c'est là aussi. Vous n'avez pas besoin de mesures. Vous n'avez pas besoin de mesures extraordinaires. Et je pense que c'est ça qui explique. Je pense que c'est ça qui explique la résilience des sociétés africaines par rapport aux premières vagues. Parce qu'on disait partout que l'Afrique n'a pas beaucoup souffert. Mais la troisième vague, où les gens sont encore plus fatigués, où les gens sont dans d'autres dynamiques, dans d'autres constructions sociales et autres, cette troisième vague risque d'être très meurtrière pour l'Afrique. Alors il va falloir que l'Afrique reprenne encore par rapport à ce qu'elle connaît d'abord, par rapport à comment est-ce qu'elle a résolu les problèmes. Si vous regardez les gens dans les familles, vous regardez les gens dans leur comportement ordinaire, mais ils savent que si tu tousses, tu dois te retourner. Tu dois donner le dos. C'est dans leur socialité, c'est dans leur éducation à la civilité. Maintenant, c'est à partir de cela que vous pouvez dire c'est pas suffisant, il faut porter le masque. Et là, il faut vous comprendre parce qu'il voit objectivement que parce qu'il a, par rapport à son patrimoine de réponse, il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qu'il faut innover, il y a des choses qu'il faut articuler par rapport à l'existant. Là aussi, il s'agit d'une démarche socio-anthropologique. Oui, cher Ibrahima Niang, socio-anthropologue, on est toujours dans le cadre de la riposte. Beaucoup de personnes ont peur des vaccins. Comment justement est-ce que vous l'expliquez, cette crainte, cette peur? En fait, c'est la peur par rapport au système. Le milieu hospitalier a été... L'Afrique traîne une histoire de relations conflictuelles avec le milieu hospitalier. On a peur du milieu hospitalier. Le milieu hospitalier est un pouvoir
Vous entrez là-dedans, vous n'avez pratiquement pas de pouvoir par rapport au pouvoir médical. Mais bien sûr, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qui se font pour améliorer cela, mais cet héritage-là est là et il va expliquer beaucoup de méfiance par rapport au milieu. Maintenant, ça se résout par la discussion, ça se résout par la co-construction des réponses, ça se résout par la communication, ça se résout par toutes ces questions-là, par tous ces éléments-là. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à la vaccination. Vous savez, dès le départ, le grand problème, ce n'était pas l'acceptation du vaccin. C'était quoi? C'était les pénuries de vaccins. La disponibilité du vaccin. Et ça va nous poursuivre encore pendant très longtemps parce que l'Afrique est mal pourvue dans la réponse internationale. L'Afrique a très peu de vaccins disponibles pour elle. Donc, il faut se battre à ce niveau-là pour changer. Alors, maintenant, pour vous dire que il n'y a pas d'obstacles ontologiques en proprement parler, philosophiques contre la vaccination, parce que les Africains ont dans leur culture et dans leur histoire, ils ont une longue tradition d'immunisation. Quand on vous dit ñak, ça veut dire qu'on va vous blesser quelque part, on va vous faire une égratignure pour renforcer votre barrière. C'est la raison pour laquelle ñak, c'est à la fois l'acte de vacciner et c'est la ceinture, la clôture qui protège le champ. Donc ce blindage-là, voyez-vous, c'est dans le concept des gens. Donc, quand on vous dit, on va vous blesser relativement pour permettre à votre organisme d'être plus fort et de faire face, vous retrouvez ça très bien quand on vous dit si je te touche, je te perce la peau, ce n'est pas parce que je veux te tuer, mais je peux te rendre plus fort. Alors désarme ta défensive, ne sois pas sur la défensive pour accepter ce que je vais faire. Et vous avez aussi tout ce travail des religieux par rapport à l'acceptation du vaccin qui est extraordinaire. Alors, le rôle est important. Le rôle est important. Maintenant, comment prendre tout cela et discuter avec les gens. Généralement, nous avons cette information, mais il n'est pas pris, en tout cas, il ne domine pas l'espace médiatique. Ce qui domine l'espace médiatique, c'est de dire que le vaccin va vous protéger, prenez le vaccin, c'est important. Alors que ce travail qui consiste à convoquer les identités culturelles et sociales, ce travail ou religieuses, ontologique, est extrêmement important pour que l'individu puisse décider d'avancer. Alors, et vous allez vous rendre compte que dans les études sur la vaccination qui ont été faites avant, vous allez vous rendre compte que généralement, plus la connaissance de la maladie est grande, c'est là aussi des travailleurs, des chercheurs comme Dr Ndak Diop l'ont établi, car vous trouvez que plus la connaissance de la maladie est importante, plus la reconnaissance de la maladie est importante, plus les gens vont accepter de se vacciner. Donc plus il y a une défiance, un déni à la maladie, moins ils vont accepter de se faire vacciner. Or, justement, actuellement, les gens sont conscients que la maladie existe. Ils le font et quand ils le refusent, vous vous rendez compte qu'ils le refusent par défiance, par déviance. C'est parce qu'ils quelque part, ils ne sont pas d'accord. Et je raconte souvent cette anecdote quand je me suis rendu moi-même sur le terrain à Guédiawaye et on travaillait, on discutait avec les gens à la base. Et j'arrive, je demande à une personne qui ne portait pas le masque, pourquoi il ne porte pas le masque, et il insulte le président de la République. Alors, il dit non, tout ça c'est politique, laissez-nous tranquille, etc. Alors, je le laisse parler, parce qu'il a envie de ça, parce que ce discours n'arrive pas. Et après, bon, j'essaie de lui dire, oui, d'accord, mais si tu meurs ici, là, Macky Sall ne s'en rendra même pas compte. Et au bout d'un certain temps, il va à l'intérieur de chez lui, de sa boutique, il sort le masque et il le porte. Et au bout d'une heure, parce que nous avons un dispositif où les gens vont passer 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures de temps pour voir si effectivement il avait continué à porter ce masque. Et vous savez, je peux multiplier des exemples comme ça pour vous dire que si les gens vous disent déni, c'est parce qu'ils veulent faire passer un autre message qu'il faut décoder à ce niveau-là. Donc, nous avons cette acceptation du principe de la vaccination. Alors, et qui peut être renforcée par les expériences individuelles. Vous avez dans beaucoup de quartiers, et peut-être certainement autour de vous, vous allez voir que on va vous demander est-ce que vous êtes vacciné. Vous dites oui. Il dit bon, dans ce cas, je vais aller vous vacciner parce qu'on vous fait confiance. Oui. Alors qu'il avait déjà entendu parler du rôle de la vaccination. Il a déjà entendu parler. Mais il attendait. Il attend quelqu'un qui lui donne le feu vert, qui lui assure une sorte de couverture. Le symbole. De symbole. Il a besoin d'une référence. Et ça, c'est ça que joue
les oncles, les grands-mères, les tantes, etc., qui sont autour, les personnes crédibles dans le milieu. Et aussi, c'est ça aussi que jouent les Sénégalais de la diaspora, où ils vont dire, ils vont appeler pour dire que moi je suis vacciné. Si toi dans la diaspora tu es vacciné, ça veut dire que nous on peut prendre le vaccin. Est-ce qu'il est sûr? Vous allez voir cette communication qui va se... Donc, comment transversal, comment le système officiel peut s'adresser à la diaspora pour demander secours au niveau de la communication, parce que ils constituent de plus en plus une référence clé par rapport à cela. Oui, c'est le temps aussi du Magal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que sociopreneur? En réalité, tous les rassemblements posent problème. Oui. Qu'ils soient d'ordre religieux, politique ou économique et autres, les rassemblements posent problème. Maintenant, vous ne pouvez pas vous lever et répondre de manière musclée à des rassemblements. Oui. Il faut quoi? Il faut discuter. Il faut construire. Il faut arriver à des consensus avec les autorités religieuses qui sont chargées de ces événements-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le discours officiel où on pense que en ayant les autorités politiques, administratives les plus élevées qui vont discuter avec les responsables religieux permet de résoudre la question, ce n'est pas suffisant. Il faudrait des pôles de chercheurs, de personnes qui ont développé la connaissance, les connaissances scientifiques, qui discutent avec les pôles d'autorités intermédiaires, généralement souvent les autorités intermédiaires qui sont dans les systèmes, dans les foyers religieux, et arrivent progressivement à des consensus et les responsables pour une meilleure organisation ou même pour réfléchir sur l'opportunité de rassemblement ou non. Alors, c'est cette approche-là où vous ne faites pas les choses contre les gens, où vous ne faites pas les choses de gré et de force parce que vous touchez à leur cœur et parce que vous cherchez leur adhésion pour arriver à des consensus. C'est cette approche-là. C'est ensemble qu'il faut trouver la solution, parce que les solutions autoritaires, nous voyons qu'elles ne sont pas durables. Du moins à elles seules, elles ne sont pas durables. Il va falloir les accompagner par des processus d'appropriation de ces études par les principales personnes concernées. Oui, alors, cher client socio-anthropologue, la souveraineté sanitaire, parlons-en, c'est-à-dire notre capacité à prendre en charge toute la chaîne de valeur dans le soin et le traitement au lieu de dépendre toujours du Nord. Ça aussi, la question, elle doit être posée. Serait-elle justement une voie pour réconcilier l'hôpital moderne et les populations? Absolument, absolument. Parce qu'il y a un certain nombre de changements structurels qu'il faut faire, qu'il faut négocier, et l'expérience de la Covid le montre amplement. Maintenant, ce qu'il faut voir par rapport à cela, c'est que le modèle centré sur l'hôpital, l'hôpital est centriste, ce modèle-là, c'est lui qui a conduit à l'engorgement des hôpitaux et à cette catastrophe qu'on est en train de vivre maintenant. Les CTE? Les CTE, parce qu'ils sont débordés, ils sont sous stress. Ils ont dans le personnel de santé, on commence à avoir des morts, et s'il y a des morts, ça rend les choses beaucoup plus difficiles par rapport à l'acceptation du système. Les gens, quelquefois, vous annoncez à un malade, il me dit, oui, j'ai envoyé mon parent au centre de santé, et maintenant on lui a dit, et on est en train de se battre pour l'amener à tel CTE. Et ils sont découragés dès l'instant que vous leur dites qu'on leur dit cela. C'est comme si c'était une sentence de mort. Et justement, dans ces contextes-là, vous voyez, le temps passe et le cas devient de plus en plus grave. Alors, ça veut dire que quelque part, il faut imaginer, il faut travailler sur des systèmes intermédiaires qui rendent l'offre de soins, y compris celui de la prise en charge de l'oxygénation ou de la réanimation, par des équipes locales, par les médecins généralistes qui sont dans les centres de santé, et peut-être par des infirmiers ou des infirmières, je ne sais pas. Il faut un accompagnement en matière de formation. Il faut un transfert de technologie, un transfert de connaissances. Pour rapprocher cela, il faut un accompagnement social par rapport à cela, parce que c'est ça qui permet, de diminuer la pression, de deux. Quand je dis de diminuer la pression, c'est aussi une question d'organisation. Quelquefois, on peut vous dire, dans tel CTE, il y a des lits disponibles. Mais malheureusement, dans tel autre, il n'y en a pas. Et les gens se courent de comment le problème de la communication entre... Toutes ces questions-là sont des questions extrêmement complexes. Donc, pour rendre le système acceptable par les familles et autres, c'est la proximité, parce qu'ils connaissent le médecin du coin, ils le respectent, ils pensent que c'est une personne généreuse, etc. Il faut capitaliser sur cela pour
accompagner ce médecin du point de vue technologique avec les moyens qui lui permettent d'apporter une réponse rapide par rapport à ça, parce qu'il en a la force. Alors, ces gens, ces personnes aussi ont les connaissances. Ils ont les connaissances. Autour d'eux, il y a les connaissances. Dans eux, il y a comment capitaliser sur ces connaissances-là. Parce qu'il s'agit de rendre le système moins stressant pour les individus. Il y a le stress du malade quand il va arriver. On l'a sorti de son milieu. Il ne voit personne, il ne communique avec personne. Il est dans une chambre où il y a 20 personnes ou 30 personnes. La lumière le gêne, la nourriture qu'on lui donne, le togo, l'hôpital, etc. Il ne sait pas ce qui se passe. Les médecins n'ont pas le temps de communiquer tout le temps avec lui. Donc, comment est-ce qu'il faut prendre ces questions-là et faire un appel au secours pour que les Badianegor du coin, les acteurs communautaires et les familles qui sont du coin amènent le support psychologique et social nécessaire pour diminuer le stress, parce que le stress pourrait être considéré même comme une comorbidité, parce que si vous avez des facteurs de comorbidité, si vous avez des diabète, tension et autres, et que vous soyez stressé, je pense que les médecins vont vous dire que ça diminue votre capacité de faire face à la maladie, et ça risque d'aggraver votre cas. Mais le sociologue, il va voir simplement que la structure qui ne tient pas compte des stress légitimes des populations, que cette structure-là est considérée comme une structure hostile. Donc les gens vont fuir et vont attendre le dernier moment pour y arriver. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans une stratégie de communication et éviter chaque fois, à mon sens, de revenir pour la énième reprise sur les réalisations qui sont très bonnes de l'État, mais que vous voyez tout le temps et qui ne répondent pas à la complexité des problèmes qui se posent au niveau des communautés, des familles et autres. Alors, professeur Chérian, Internet, parlons-en très rapidement. Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'infodémie, c'est l'expression qui est utilisée, mais aussi dans la malinformation. Je veux parler des fake news. Alors, professeur Chérian, comment venir à bout de ce phénomène? Vous savez, les fake news, vous savez, quand il y a une accusation, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à démentir l'accusation. Vous montrez par des faits et des gestes concrets que l'accusation n'est pas fondée. C'est clair. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la communication pour l'engagement communautaire, qui va utiliser aussi, parce que actuellement nos étudiants et nos volontaires sont tentés d'utiliser le téléphone pour documenter les cas, pour accompagner certains cas par téléphone, et pour demander aux gens d'utiliser le téléphone avec un modèle de communication pour amplifier tout cela. Donc, quand vous êtes devant cette situation et que vous donnez l'information, vous travaillez sur la co-construction de réponses. Parce que la communication, ça vient de communiquer. Ça veut dire mettre les gens au même niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui est au-dessus et l'autre qui est en bas. Cet échange-là, cette articulation. Et quand vous avez travaillé cela, quand vous avez envoyé des changements structurels pour amener la proximité de l'offre de soins au niveau de la base, parce que cette proximité de l'offre de soins à la base va faire de sorte que les inégalités sociales par rapport à l'accès aux soins vont être amoindries. Quand vous créez cette dynamique-là, mais les fake news vont passer, personne ne va y croire. Donc les fake news ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est les crises structurelles, les défis structurels, les questions que les gens se posent sur lesquelles ils n'ont pas de réponse. Parce que s'ils n'ont pas de réponse, ils vont s'accrocher aux fake news. Et ça devient un moyen de déni, et ça devient un moyen de contestation, n'est-ce pas, ou de défiance. Oui, et de l'angoisse finalement. Alors, on ne veut pas en finir, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais une dernière question avant de boucler, professeur Cheikh Ibrahim Magnan. Professeur, votre expertise est reconnue au plan international. Mais quelles recommandations laissez-vous à l'État, mais quelles recommandations laissez-vous aux communautés, aux jeunes, aux femmes, entre autres? Les recommandations aux femmes sont très importantes, parce que la femme joue un rôle extrêmement important dans la fabrique de la santé dans la maison. Et quand vous allez vous laissez votre enfant à la maison, c'est sa maman qui sait qu'elle est malade, et vous êtes déjà au boulot. C'est elle qui va vous informer pour que vous achetiez, etc. Donc l'agent de santé de première ligne, c'est la femme qui est dans la maison. Alors, donc, elles ne veulent pas voir des malades.
et ne veulent pas voir des problèmes de santé autour d'elles, et ne veulent pas souffrir de la gravité des problèmes. Donc, c'est des alliés. Donc, il faudrait que celles-là prennent les choses en main. C'est leur bataille, c'est leur combat. Et ceux qui viendront pour les appuyer dans ce combat, Khaïrou, ça va aider. Si personne ne les appuie, elles mènent la bataille elles-mêmes et demain quelqu'un viendra, le secours viendra. C'est clair. Alors, pour les jeunes, même chose. Une société, c'est des jeunes qui libèrent. Les jeunes ont fait toutes les révolutions dans le monde. C'est les jeunes qui changent les sociétés. Mais et qui les transforment. C'est les jeunes, la force vive, le fer de lance des nations. Alors, pour ces jeunes-là, nous sommes à un moment critique, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Oui. Et chaque fois qu'il y a eu des moments critiques pour toute l'Afrique, les gens doivent s'unir. Il faut que les jeunes apprennent à s'unir et à travailler ensemble, à faire de l'éducation par les pairs, à créer des effets de masse pour parvenir à relever ce défi-là. Et que les jeunes doivent accompagner ce sacerdoce, cet esprit de sacrifice. On va accompagner les personnes les plus âgées. On va accompagner les femmes. On va accompagner les structures de santé parce qu'il y a peut-être des problèmes d'assainissement qui vont se poser. Peut-être on aura besoin de désherber la structure de santé. Peut-être on aura besoin d'aider les gens à faire la queue et à respecter les distances. C'est ce volontariat-là. Peut-être qu'on a besoin sur place dans les quartiers à aider le boulanger, la boulangerie du coin, ou bien à aider la femme qui vend du ndambé, ça c'est une flèche par rapport aux phalènes et autres, à vendre du ndambé à côté, ou bien du tchéré le soir. Qu'on va aider cette femme-là pour que les clients viennent faire la queue et respectent les mesures barrières, qu'ils portent les masques. Mais ça, c'est les jeunes qui peuvent faire cela. Donc, il est possible, cette force et cet enthousiasme, cet engouement que les jeunes ont montré à certains moments par rapport à la première phase, je pense que c'est possible de retrouver ça. Il faut que, par rapport à tout cela aussi, qu'ils fassent attention. Et il faut aussi que par rapport à tout cela, ils utilisent leur statut dans Internet pour montrer qu'ils ont été vaccinés aux autres, pour montrer qu'ils sont en train de se déployer par rapport à ce qu'il faut pour relever ce défi-là. Et tout cela, c'est l'engagement communautaire. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été un plaisir d'entendre l'autre discours dans le cadre de la riposte. Et comme le disait l'autre, pour vaincre, il ne suffit pas d'aller au-dessus ou en deçà. Il faut tout simplement être avec les gens. Merci encore, professeur Chernia. Merci. Au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci.